Le silence régnait dans la salle du greffe, épais et solide comme un mur de pierre. Julien Moreau, 42 ans, restait assis droit, les mains croisées sur la table de bois clair, ses yeux fixés sur un point invisible au fond de la pièce. À ses côtés, Camille, sa femme depuis 12 ans, ne semblait pas partager la même gravité. Elle affichait ce sourire fin et railleur qu'elle portait si souvent, ce rictus qui n'était ni joyeux ni aimable, mais teinté de condescendance. Devant eux, la greffière tournait les pages, énumérant des termes juridiques avec une voix monocorde. Résiliation du contrat de mariage, séparation de biens, clause de non-recours, tout cela glissait sur Julien comme l'eau sur une vitre. Il n'écoutait plus depuis que Camille avait ri pour la première fois ce matin-là, en plaisantant sur la précision comptable avec laquelle il avait emballé ses affaires. Camille, assise avec nonchalance, portait un tailleur beige impeccable. Ses cheveux attachés en chignon strict ne parvenaient pas à cacher l'éclat triomphant dans son regard. Elle signa le premier document sans hésiter, prenant le stylo avec une lenteur calculée, presque théâtrale. Puis, elle tourna la tête vers Julien. « Voilà, c'est fait. Peut-être que maintenant je vais enfin pouvoir vivre. » Ces mots tombèrent dans l'air comme un couteau dans l'eau. Aucun éclat, mais un impact certain. Julien ne répondit pas. Il cligna simplement des yeux une fois et reprit sa posture impassible. Il avait appris au fil des années à ne pas réagir, à ne pas donner prise, à rester le mur contre lequel Camille lançait ses piques, ses critiques, ses déceptions. Elle avait souvent ri de sa routine, de sa rigueur, de ses silences prolongés comme des nuits sans fin. La greffière fit glisser les feuilles vers lui. Il les lut lentement, consciencieusement, comme s'il vérifiait une dernière fois les comptes d'un client. Puis il signa d'une main sûre sans tremblement. Il avait toujours eu cette écriture propre et ordonnée, presque scolaire, comme un vestige de son enfance disciplinée à Lyon. Camille récupéra ses exemplaires avec empressement. Elle ne regarda même pas Julien lorsqu'elle se leva, ramassant son sac avec une hâte presque enfantine. La greffière leur souhaita une bonne continuation, ce qui sembla ironique même à elle. Camille remercia avec un rire léger. Dans le couloir du tribunal, les pas de Camille résonnaient avec détermination. Elle s'arrêta à la sortie, se tourna vers Julien qui l'avait suivi à distance. « Tu vois, Julien, la vie ce n'est pas un classeur bien rangé, c'est le désordre, le feu, l'imprévu. Tu m'as toujours enfermé dans tes chiffres. » Elle pencha la tête sur le côté, presque attendrie par sa propre métaphore. Julien la regarda en silence. Ses yeux n'étaient ni durs ni tristes, ils étaient simplement vides. Il l'avait entendu parler ainsi des centaines de fois, à des amis, à ses sœurs, à lui. Elle avait toujours eu ce besoin de commenter, de justifier, de prouver qu'elle n'avait jamais été à sa place dans leur maison trop calme, dans leur vie trop réglée. Elle tourna les talons sans attendre de réponse. Julien ne la suivit pas. Il resta là, sur les marches du tribunal, les mains dans les poches, regardant les gens passer. Le vent frais de novembre soufflait doucement sur la ville. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour de ses chaussures cirées. Il inspira profondément, sans savoir s'il devait ressentir du soulagement, du vide ou autre chose. Tout avait été fait dans les règles. Aucun éclat, aucun cri, juste une signature, des mots bien placés, et ce sourire encore, comme une griffure dans sa mémoire. Camille riait toujours de lui, même au dernier moment. Mais ce qu'elle ignorait, c'était qu'au cœur de cet homme effacé, dans cette silhouette discrète que tout le monde avait toujours prise pour acquise, se cachait un silence bien plus profond. Un silence qui contenait plus que de la résignation. Un silence qui, désormais, n'était plus une fuite. C'était une attente. Ce jour-là, Julien ne rentra pas directement chez lui. Il marcha dans les rues de Lyon sans destination précise. Il traversa les quais, passa devant des librairies, des cafés, des vitrines déjà parées pour Noël. Il n'acheta rien. Il ne s'arrêta pas. Il observait, comme s'il redécouvrait la ville avec des yeux neufs, débarrassés du poids invisible qui avait pesé sur ses épaules pendant plus d'une décennie. Personne ne savait encore ce que Julien avait caché, ce qu'il avait protégé, ce qu'il avait préparé. Pas même Camille, surtout pas Camille. Elle avait cru avoir tout compris de lui, tout lu, tout deviné. Mais certains livres ne livrent leur vérité qu'après la dernière page tournée. Julien était sorti du tribunal comme on quitte une pièce trop étroite, l'air vicié de tant de phrases retenues encore dans ses poumons. Dans la cour pavée, les bruits de la ville reprenèrent leur cours comme si rien ne s'était passé,
comme si les 12 dernières années de sa vie pouvaient vraiment se refermer avec un simple trait de plume. Camille l'attendait, debout, appuyée contre le garde-corps de l'escalier. Elle fumait une cigarette, chose qu'elle n'avait plus faite depuis des années, comme un clin d'œil à sa liberté retrouvée. Quand Julien s'approcha, elle se tourna vers lui avec une expression d'insolence légère, presque enfantine. Le vent jouait dans les mèches rebelles de ses cheveux et la lumière du matin faisait briller l'éclat froid de ses yeux. Sans un mot, elle jeta la cigarette encore allumée dans un caniveau et s'approcha de lui à petits pas lents, comme si elle savourait chaque seconde de cette scène. « Tu sais ce que je ressens, Julien? J'ai l'impression d'enfin respirer. Tu comprends? Respirer pour de vrai. Depuis combien de temps est-ce que je fais semblant à côté de toi ?» dit-elle, sa voix douce, mais acérée comme un fil. Elle s'attendait à une réaction, un froncement de sourcils, un mot, un reproche. Mais Julien resta silencieux, immobile. Il ne détourna même pas le regard. Ce calme, ce vide dans son regard la déstabilisa brièvement. Elle reprit aussitôt, s'appuyant sur l'agacement qu'il ne montrait pas. « Je vais vivre, Julien, pour de vrai. J'ai perdu trop de temps à faire semblant d'être la femme d'un homme dont la plus grande passion est de classer des reçus et d'ajuster des colonnes Excel. Tu n'étais pas un mari, tu étais un fichier comptable. » Elle éclata d'un rire bref, sans chaleur. Julien la regarda sans rien dire, et ce fut précisément cette absence de réponse qui la troubla plus que tout. Car dans ce silence, il n'y avait ni honte ni tristesse. Il n'y avait plus rien à battre, plus aucune corde à tirer. Et ce fut à ce moment précis qu'elle commença à sentir quelque chose, sans pouvoir encore le nommer. Julien baissa les yeux une seconde vers le trottoir, comme pour vérifier que la terre était toujours là, puis il leva le regard vers elle. « Bonne chance, Camille. » Il le dit d'une voix calme, polie, presque bienveillante. Elle se figea un instant, comme si ce simple vœu avait cassé quelque chose en elle. Mais elle se reprit, haussa les épaules et, avec un sourire forcé, tourna les talons. Julien, lui, resta sur place un long moment, à regarder les passants qui marchaient sans se soucier de lui. Il pensa à ces années de silence, à tous ces moments où il avait encaissé, avalé ses mots, ravalé ses instincts. Il pensa à chaque fois où Camille avait laissé entendre devant d'autres qu'elle avait sacrifié sa vitalité pour rester avec un homme aussi transparent. Et pourtant, il n'avait jamais haussé la voix. Jamais. Parce qu'il avait compris très tôt qu'il ne gagnerait jamais contre la logique de Camille. Elle avait besoin de briller, et pour briller, il fallait une ombre. Il avait accepté d'être cette ombre, jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là, quelque chose avait changé. Et ce n'était pas seulement l'état civil inscrit sur le papier. Ce n'était pas la fin d'un mariage, c'était la fin d'un rôle. Celui du mari discret, du comptable terne, de l'homme qu'on oublie dans les conversations. Camille avait cru tout connaître de lui. Elle s'était trompée. Ce sourire qu'elle avait affiché en quittant le tribunal, ce sourire triomphant, allait s'inscrire dans sa mémoire non comme une blessure, mais comme une balise, une borne marquant le début d'une autre route. Julien rentra chez lui à pied à travers les rues de Lyon qu'il connaissait par cœur. Les vitrines se remplissaient de guirlandes lumineuses et les cafés installaient des sapins aux portes. Il passa devant leur ancien restaurant préféré, celui où Camille aimait tant critiquer le service. Il s'arrêta devant la devanture, se rappelant de la dernière fois où ils y avaient dîné. Elle avait ri au téléphone avec une amie pendant qu'il payait l'addition. À la maison, il se servit un verre d'eau. Rien n'avait changé dans l'appartement. La table était vide. La lumière tombait doucement sur les rideaux fermés. Il ouvrit un tiroir du bureau, en sortit un dossier épais, soigneusement rangé. Il n'y toucha pas. Pas encore. Ce n'était pas encore le moment. Ce que Camille ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais su, c'est que Julien n'avait jamais été l'homme qu'elle décrivait. Il n'était pas que chiffres et routines. Il avait un monde à lui. Un monde qu'il avait protégé avec une discipline inébranlable, parce qu'il savait que dans ce monde, Camille n'aurait fait que semer le chaos. Elle n'y aurait pas trouvé sa place. Elle aurait voulu le remodeler à son image, comme elle avait essayé de le faire avec lui. Alors il avait protégé ce monde, pendant 12 ans. Et maintenant que le rideau était tombé, il n'avait plus rien à protéger. Mais il n'avait pas non plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'allait pas se venger. Il n'allait pas tenter de reprendre le pouvoir ou de corriger l'histoire. Ce n'était pas dans sa nature. Julien ne cherchait pas la revanche. Il cherchait la paix. Et dans cette paix,
Il y avait de la patience, une vision, une direction. Camille, de son côté, pensait encore avoir gagné quelque chose, mais elle avait signé sa propre ignorance, convaincue qu'elle avait tout pris. Ce qu'elle avait réellement obtenu, c'était la surface, l'enveloppe d'une vie. Julien, lui, gardait ce qui comptait vraiment, sa profondeur, son intégrité et ce secret soigneusement entretenu, encore invisible à ses yeux. Ce soir-là, il dormit mieux qu'il ne l'avait fait depuis des années. Le silence, pour la première fois, ne résonnait plus comme un vide. Il était devenu un espace qu'il allait enfin remplir, à sa manière, sans devoir s'excuser d'exister autrement. Demain, il aurait un rendez-vous important, et ce serait le début d'une toute autre conversation. Le matin s'était levé sur Lyon avec une lumière pâle, presque cendrée, comme si le ciel lui-même hésitait à commencer une nouvelle journée. Julien se leva tôt, comme toujours, à 7 heures précises. Il prit son café en silence, assis à la table de la cuisine, les mains autour de la tasse chaude, les yeux fixés sur la fenêtre. À première vue, rien ne distinguait cette journée des autres. Et pourtant, dans la mécanique méticuleuse de ses gestes, quelque chose avait changé. L'ordre n'était plus un refuge contre le chaos. C'était désormais le prélude à une transition. Ce jour-là, il ouvrit enfin le dossier qu'il avait préparé depuis des années. À l'intérieur, plusieurs documents étaient classés avec une précision presque maniaque. Actes notariés, relevés bancaires, contrats de partenariat, lettres d'intention. Tous avaient un point commun. Ils racontaient une histoire que personne, pas même Camille, n'avait jamais connue. Celle de ses véritables origines financières. Julien n'était pas seulement le comptable discret d'un cabinet de fiscalité à Lyon. Il était aussi le dernier héritier direct d'une terre bretonne que son grand-père lui avait léguée lorsqu'il n'avait que 17 ans. Il se souvenait parfaitement du jour où il avait reçu la lettre du notaire, quelques mois après la mort du vieil homme. À l'époque, il n'avait rien compris à la valeur réelle de cette terre. C'était un terrain vallonné, parsemé de haies et de pierres, battu par les vents du Finistère. Il s'y rendit pendant les vacances scolaires, seul, sac sur le dos, pour en constater l'étendue. Il n'y avait rien à voir à première vue, ni maison, ni culture, juste des hectares de landes. Mais il sentit quelque chose, non pas une intuition romantique ou mystique, mais un pressentiment froid, rationnel, qu'il y avait là quelque chose à faire. Les années passèrent. Julien fit ses études de comptabilité, obtint ses diplômes, s'installa à Lyon et épousa Camille. Pendant ce temps, en Bretagne, les projets de transition énergétique commençaient à émerger. Les entreprises du secteur cherchaient désespérément des terrains exposés au vent pour y implanter des éoliennes. Et c'est là que le téléphone sonna, un matin d'hiver, dans son petit bureau de début de carrière. C'était un cadre d'une multinationale énergétique, une société basée en Allemagne, mais avec une filiale française bien implantée. Ils avaient identifié le terrain de Julien comme idéal pour leur futur parc éolien. Ils proposaient un achat immédiat, à un bon prix. Mais Julien, au lieu d'accepter l'offre sans discuter, demanda un temps de réflexion. Il passa plusieurs nuits à analyser les projections, les courbes de rentabilité, les modèles contractuels utilisés dans d'autres pays. Puis, froidement, méthodiquement, il refusa l'achat. À la place, il proposa un accord de participation aux bénéfices sur l'exploitation future du site. Les avocats de l'entreprise furent d'abord surpris. Ce genre de demande venait rarement d'un simple particulier. Mais après plusieurs négociations, ils acceptèrent. Un contrat fut signé engageant l'entreprise à reverser un pourcentage fixe des revenus nets générés par les installations implantées sur le terrain. Julien ne toucha pas un centime immédiatement. Les premières turbines ne tournèrent qu'après 3 ans. Mais quand les premiers versements commencèrent à arriver, ils prirent vite une ampleur que lui-même n'avait pas anticipée. Plutôt que de dépenser, il réinvestit. Il créa un fonds personnel basé en Belgique, juridiquement indépendant de sa personne physique, structuré de façon à ne jamais apparaître dans ses déclarations fiscales françaises habituelles. Non pas par malhonnêteté, mais parce qu'il avait compris très tôt que la discrétion était sa seule réelle sécurité. À aucun moment, pendant ses 12 années de mariage, il ne parla de cela à Camille. Non pas par mépris ou par vengeance, mais par lucidité. Elle n'aurait jamais compris cette part de lui, cette capacité à voir loin, à garder secret ce qui était essentiel. Chaque année, Julien alimentait ce fonds. Il achetait des parts dans d'autres projets renouvelables, toujours dans des zones rurales oubliées. Il prenait soin de rester dans l'ombre,
agissant par l'intermédiaire d'un gestionnaire qu'il connaissait depuis l'université. Ensemble, ils bâtirent un portefeuille discret mais massif. À la date de son divorce, il possédait des intérêts dans 6 parcs éoliens, 2 coopératives solaires et un réseau de distribution électrique en cours de développement dans l'Est de l'Europe. En parallèle, il n'avait jamais touché à ces sommes pour ses besoins personnels. Son train de vie était resté modeste, fidèle à ce qu'il avait toujours été, austère, rationnel, dépouillé. Il n'y avait rien de spectaculaire dans cette histoire, et pourtant, elle avait tout d'une construction invisible. Camille, dans ses moments de mépris, avait souvent fait allusion à la petitesse de leurs ambitions, à leur stagnation. Elle n'avait jamais compris qu'il fallait parfois des années de silence pour que la vraie valeur se manifeste. Julien, lui, n'avait jamais eu besoin de l'exposer. Il avait construit pour durer, pas pour impressionner. Assis à sa table, lisant ses papiers une nouvelle fois, Julien ne souriait pas. Ce n'était pas la satisfaction de la revanche qui l'habitait. C'était un sentiment plus profond, plus difficile à nommer, celui d'avoir tenu bon, d'avoir construit quelque chose sans jamais en attendre la validation de personne. Il rangea les documents dans une chemise épaisse, qu'il glissa ensuite dans une mallette noire. Il appela son avocate, Maître Lefebvre, et prit rendez-vous pour le lendemain matin. Il était temps de sortir ce dossier de l'ombre, non pas pour se défendre, mais pour poser les cartes sur la table, calmement, proprement, méthodiquement. Camille avait demandé plus que ce que prévoyait leur contrat de mariage. Elle pensait que Julien était un homme sans profondeur, sans ressources. Ce qu'elle allait découvrir, c'était qu'il avait simplement choisi, pendant des années, de ne pas lui montrer ce qu'il avait de plus précieux, sa clairvoyance. Le cabinet de Maître Lefebvre se trouvait dans un immeuble haussmannien du quartier Préfecture, à quelques rues du palais de justice. Julien y arriva à 9 heures précises, ponctualité fidèle à ses habitudes. L'entrée était discrète, une simple plaque en laiton gravée signalant le nom de la juriste spécialisée en droit patrimonial et successoral. L'intérieur, en revanche, contrastait par son ordre rigoureux, une sobriété élégante qui rappelait celle de Julien lui-même. Pas de décoration superflue, pas de tableau criard. Juste des murs clairs, des meubles en bois sombre, une atmosphère calme, propice à la réflexion. Maître Lefebvre l'attendait, assise derrière son bureau chargé de dossiers. Elle se leva pour le saluer avec une poignée de main brève, ferme et sans mots inutiles. Elle connaissait Julien depuis plusieurs années et s'était toujours étonnée de la constance avec laquelle il se tenait à distance des conflits. Lors de leur dernière rencontre, juste avant l'audience de divorce, elle avait senti chez lui une détermination nouvelle. Ce jour-là, il déposa la mallette sur son bureau, l'ouvrit lentement et sortit les documents, les classant par thème. Propriété, actifs financiers, parts de société, flux de dividendes, contrats de distribution. Elle le laissa faire en silence. Lorsqu'il eut terminé, elle fit glisser vers elle le premier dossier, parcourut les lignes d'un œil habitué. Plus elle lisait, plus son expression se figeait. Elle redressa légèrement ses lunettes, relut certains chiffres, s'attarda sur les annexes des contrats d'exploitation énergétique. Puis elle leva les yeux vers Julien. « Vous réalisez que cette structure est juridiquement inattaquable », dit-elle, avec une note de surprise contenue. Julien hocha la tête. C'était l'objectif dès le départ. Elle resta un instant sans parler, feuilletant à nouveau un document relatif au fonds belge. Le montage était clair, net, d'une prudence extrême. Tous les bénéfices versés étaient logés dans des entités distinctes, détachées de son patrimoine personnel, sans lien direct avec son compte bancaire ou ses activités en France. Aucun des revenus ne figurait sur ses déclarations ordinaires, car il ne tombait sous aucun régime imposable à son nom. Ce n'était pas de l'évasion, c'était de l'architecture patrimoniale d'orfèvre. « Camille demande la révision du contrat de mariage », dit-elle enfin. Elle a saisi le tribunal pour tenter de prouver que votre situation financière n'a jamais été claire, que vous avez dissimulé une partie significative de votre fortune. Julien ne montra aucun étonnement. Il avait anticipé cette manœuvre dès qu'elle avait quitté le tribunal en jubilant. Elle pensait sans doute que son comportement exubérant suffisait à renverser les termes juridiques, que sa seule indignation la rendait crédible. Maître Lefebvre continua. « L'erreur qu'elle commet, c'est de croire qu'elle peut faire croire au juge que vous l'avez trompée. Mais tout ici est séparé. Aucun revenu de ces structures n'a jamais servi à financer votre vie commune. Aucun bien acheté avec cet argent n'a été mis au nom du couple.
Vous n'avez violé aucune clause du contrat prénuptial. Vous avez même fait preuve d'une rigueur que je qualifierais d'admirable. » Julien se contenta d'un signe de tête. Il n'était pas là pour recevoir des compliments. Il voulait une stratégie, une réponse, un plan. Maître Lefebvre comprit cette attente silencieuse. Elle s'appuya sur le dossier et déclara « Nous n'allons pas attaquer, pas frontalement. Nous allons simplement déposer une mise à jour de votre patrimoine auprès du tribunal, comme vous y êtes autorisé, sans commentaire, sans justification. Nous n'opposerons aucune résistance à la demande de Camille. Nous ne contesterons rien. Nous déposerons juste les documents. Ce sera à elle de faire le reste. » Julien haussa un sourcil intrigué. « Laissez-moi vous expliquer, » poursuivit-elle. « En agissant ainsi, nous plaçons Camille dans une position où elle devra démontrer que ce patrimoine vous appartenait personnellement de manière dissimulée. Or, juridiquement, ces actifs ne vous appartiennent pas directement. Ils sont la propriété d'une entité indépendante. Toute tentative de les revendiquer la mettra en difficulté. Elle devra prouver que vous avez volontairement dissimulé quelque chose. Or, vous ne l'avez jamais intégré à cette stratégie. Vous n'avez jamais utilisé ces revenus pour votre vie de couple. » Julien comprenait peu à peu la finesse du raisonnement. Ce n'était pas une contre-attaque, c'était une exposition, une mise en lumière contrôlée. Et le plus important, c'est qu'elle ne visait pas à humilier Camille, ni à se venger. Elle visait à poser une vérité nue sur la table, avec une telle précision que tout mensonge en face en deviendrait ridicule. « Je vais donc transmettre au greffe un dossier complet, » conclut Maître Lefebvre, avec un courrier simple précisant que, conformément aux nouvelles exigences, votre situation financière actuelle est mise à jour. Nous ne demanderons rien de plus. Julien approuva. Il n'avait jamais aimé le conflit, mais il respectait la logique. Et cette stratégie, froide, méthodique, correspondait exactement à ce qu'il souhaitait. Ne pas frapper, mais tenir. Ne pas accuser, mais démontrer. Avant de partir, il se leva, rangea les copies restantes dans sa mallette et remercia l'avocate sans emphase. Une fois dans la rue, il sentit l'air froid de novembre lui mordre les joues. Il marcha lentement jusqu'à la place Bellecour, observant les passants, les vitrines, les bus qui passaient. La ville semblait identique, mais dans l'ombre, une partie de son passé venait de basculer dans la lumière. Pas par vanité, pas par orgueil, mais parce qu'il était temps. La salle d'audience était silencieuse avant même que le greffier ne parle. Le parquet de chêne, poli par des générations de procès, reflétait faiblement la lumière blanche des lampes suspendues. Les bancs réservés aux parties semblaient immobiles, presque solennels. Julien Moreau, 42 ans, se tenait debout, droit, vêtu d'un costume sombre, les mains posées sur le dossier d'une chaise vide. Il ne montrait rien, ni nervosité, ni arrogance, juste une patience mesurée. À côté de lui, l'avocate, Maître Lefebvre, lui avait murmuré quelques mots à l'oreille. Laissez parler les chiffres. Il avait acquiescé sans mots et s'était juste concentré sur un livre ouvert devant lui, comme s'il en lisait une page au hasard. Mais en vérité, chacun de ses regards glissait vers la table de l'avocate, où gisait le dossier volumineux qu'il avait lui-même remis. Les spectateurs arrivèrent progressivement. Quelques journalistes sur la gauche, des avocats au fond, des proches inconnus, peut-être amis de Camille ou simples curieux. Les portes se fermèrent à l'heure prévue. Le juge entra, suivi d'un greffier, puis s'installa derrière son pupitre. Il jeta un regard circulaire sur l'assemblée, puis sur les parties. Le silence retomba, lourd. Le greffier fit l'appel des noms. Partie civile, Madame Camille Moreau. Partie défenderesse, Monsieur Julien Moreau. Le nom de Julien sembla résonner d'un ton particulier, comme s'il portait désormais un poids différent. Le juge l'invita à s'asseoir. Julien s'assit calmement, ses mains jointes. Il ne regarda pas Camille directement. Plutôt, il fixait un point un peu au-dessus de son épaule, comme s'il observait ce qui allait être dévoilé, et non ce qui avait été. Puis Maître Lefebvre se leva et, sans introduction tapageuse, déposa le dossier sur la table frontale. Elle déclara « Votre honneur, j'ai l'honneur de déposer ce jour une mise à jour complète du patrimoine de M. Moreau, conformément à l'article. » Elle ne cita pas l'article. Son ton était calme, mais précis. Elle glissa les documents vers le greffe. Le greffier les prit, nota les titres, la date, le nombre de pages. L'audience prit une tournure sourde, presque mécanique. Le juge parcourut les documents, feuilletant lentement. Il y avait des tableaux, intitulés « Portefeuille Action »,« Revenu Participation Parc Éolien »,«
fonds belges, filiales détachées, réinvestissement. Il y avait des annexes notariales, des bilans certifiés, des contrats signés et datés. Les chiffres s'étalaient, plusieurs millions d'euros répartis sur divers dispositifs, mais juridiquement non liés au patrimoine déclaré du mariage. Le juge fronça légèrement les sourcils. Son regard parfois se levait vers Camille, puis vers l'avocate. Le murmure des annotations s'élevait par-dessus le scriban. Camille, assise sur le banc opposé, n'avait pas anticipé une telle scène. Assurée en entrant, elle jouait de ses doigts. Son sourire avait disparu. Elle jetait de rapides coups d'œil à son avocat, encore plus nerveux qu'elle. Elle avait signé les documents de divorce avant même que cette audience se tienne. Elle pensait que l'affaire était réglée. Mais voilà que le dossier de Julien venait tout remettre en question. Le silence dans la salle s'intensifia quand le greffier livra un extrait. Montant net à céder, 17 millions d'euros. Le chiffrage exact était mentionné au document. Julien ne répondit rien. Camille porta une main à sa bouche. Son regard s'agrandit. Le juge fit une pause. Le léger bruit des pages qu'il tournait semblait souligner que quelque chose de majeur se jouait ici. Puis, sans alerte, le juge prononça « Madame Moreau, souhaitez-vous commenter ces documents ?» Camille resta muette quelques secondes. Elle se redressa. « Votre honneur, je n'avais pas connaissance de l'intégralité du patrimoine. » Sa voix trembla. Il y eut un silence. Le juge inclina légèrement la tête. L'avocate de Camille prit la parole. « Nous demandons un délai afin de vérifier la véracité des informations transmises. » Le juge acquiesça lentement. « Très bien, audition différée. Mais notez bien, ces documents restent enregistrés. » Il frappa le marteau. Le public se redressa, la salle entière sembla retenir son souffle. À la sortie de l'audience, Camille ne parla pas. Elle était figée. Julien se contenta de rassembler ses affaires, sans hâte, sans précipitation. Il posa son regard sur elle un instant. Ce n'était pas un regard de triomphe. Il laissa l'assemblée déserter la salle et sortit à son tour. Dans le couloir, son téléphone vibra. Il le regarda, puis le rangea sans répondre. Il se contenta de marcher jusqu'au quai de Saône, les bras ouverts sur les rebords de la rambarde, le regard sur l'eau sombre. Il inspira profondément. Ce jour-là, quelque chose avait basculé d'une réalité à une autre. Non pas parce que Julien cherchait à humilier, mais parce que la vérité, longtemps cachée, était désormais inscrite dans un document officiel. Il avait quitté le rôle de l'ombre silencieuse. Il était devenu l'homme dont on ne pouvait plus ignorer l'existence. À l'intérieur de lui, il ne ressentait pas la satisfaction d'un triomphe. Il ressentait la liberté, une libération lente et implacable. Son regard se posa sur les reflets de la ville, et il comprit que le plus difficile n'était pas de dévoiler la vérité, mais d'apprendre à vivre après. En rentrant chez lui, il passa devant leur ancienne résidence commune. Il s'arrêta, porta la main à la poignée, mais ne la poussa pas. Il était entré dans cette maison en tant que mari silencieux. Il en sortait désormais en tant qu'homme disposant de ses propres récits, de ses propres décisions, de ses propres silences. Il fit demi-tour et continua sa marche sans se retourner. Ce document avait changé non seulement le cours du divorce, mais aussi la perception qu'il avait de lui-même. Il n'était plus un simple exécutant du quotidien. Il était un acteur de sa vie. Et dans ce rôle, il allait désormais poser les choix. Le dossier auquel il venait de donner vie ne représentait pas seulement des chiffres. Il représentait sa cohérence, son refus d'être négligé, son refus de disparaître. Et maintenant, devant le juge, le scénario changeait. Il ne s'agissait plus de ce qu'on avait écrit sur le papier du mariage, il s'agissait de ce qu'il avait construit hors du regard. Une vie qu'il avait menée en silence, mais non en sommeil. La page venait d'être tournée, mais le livre, lui, continuait. Lorsque Camille sortit du tribunal ce jour-là, elle n'avait plus la même démarche assurée. Ses talons résonnaient toujours sur les dalles de pierre, mais il n'y avait plus d'orgueil dans son port de tête. Elle marchait vite, comme pour fuir un lieu où quelque chose venait de s'effondrer sous ses pieds. Elle ne salua personne, ne s'arrêta pas pour fumer. Elle entra dans un taxi sans même regarder le chauffeur et donna une adresse d'une voix étouffée. Le silence qui s'installa pendant le trajet était inhabituel pour elle. Camille n'avait jamais été une femme silencieuse. Mais maintenant, dans l'habitacle exigu, c'était comme si les mots s'étaient détachés d'elle, comme si son vocabulaire d'assurance, d'ironie, de maîtrise avait perdu tout pouvoir. Dans l'appartement qu'elle occupait depuis la séparation, les murs semblaient plus proches que d'habitude.
Elle retira ses chaussures sans soin, jeta son sac sur le canapé et s'assit à la table, les coudes posés, le visage dans les mains. Pendant de longues minutes, elle ne fit rien, pas même pleurer. Juste rester là, figée. Elle repensait à ce qu'elle avait entendu dans la salle d'audience. Les chiffres, les participations, les noms d'entreprises, les années d'investissement. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une réalité entière qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Camille avait toujours cru connaître Julien. Elle croyait l'avoir cerné, compris, analysé. Elle pensait qu'il était un homme plat, transparent, sans surprise. Son existence à ses côtés lui avait semblé prévisible, sans éclat, sans mystère. Elle l'avait considéré comme un mari sans ambition, un homme de calcul et d'habitude. Elle s'était même moquée de sa fidélité à la routine, de sa retenue dans tout ce qu'il faisait. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle n'avait rien vu, ou peut-être qu'elle n'avait jamais voulu voir. Julien n'avait pas seulement dissimulé une fortune. Il avait, pendant des années, vécu avec une profondeur dont elle n'avait même pas perçu l'existence. Ce n'était pas un secret égoïste ou un jeu d'orgueil. C'était une construction rigoureuse, presque invisible, protégée avec une discrétion qu'elle avait prise à tort pour de la faiblesse. Et ce qui la blessait le plus, ce n'était pas d'avoir été tenue à l'écart de cette richesse, c'était d'avoir été jugée indigne de partager ce monde-là. Julien ne lui avait pas fait confiance. Il ne l'avait pas incluse. Il avait choisi de vivre cette part de lui seul, et cela révélait avec brutalité tout ce qu'elle n'avait pas voulu admettre sur leur couple. Le soir même, elle contacta son avocat. Elle exigea de voir tous les documents. Elle voulait comprendre chaque ligne, chaque clause, chaque signature. Mais en relisant tout, elle comprit qu'il n'y avait pas de faille. Julien n'avait jamais utilisé ses fonds pour leur vie commune. Aucun achat, aucun transfert, aucun compte joint. Il avait agi en marge, dans un monde parallèle au leur, comme s'il anticipait dès le début que ce qu'ils avaient ensemble ne durerait pas. Le lendemain, elle se rendit au cabinet de Maître Lefebvre sans prévenir. L'assistante tenta de l'en dissuader, mais Camille insista. Elle n'était pas venue pour une confrontation publique. Elle voulait parler, en privé. Elle voulait voir Julien. Maître Lefebvre, après une brève consultation, accepta la rencontre, à condition qu'elle ait lieu dans une pièce séparée, sans témoin, sans enregistrement. Julien arriva quelques minutes plus tard. Il entra sans tension, sans raideur, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous ordinaire. Camille le regarda entrer et sentit, malgré elle, une émotion remonter. Il avait ce calme, cette maîtrise, qu'elle avait si souvent méprisée. Mais aujourd'hui, elle comprenait que ce calme n'était pas un vide. C'était une force. Elle prit la parole la première. Sa voix tremblait à peine. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça ?» Julien la regarda longuement. Il ne répondit pas tout de suite. Il prit le temps. Puis, simplement, il dit « Parce que tu ne m'aurais jamais laissé faire les choses à ma façon. » Elle baissa les yeux. Il avait raison. Elle aurait voulu diriger, imposer, réorganiser. Elle n'aurait jamais accepté que quelque chose lui échappe. Et maintenant, tu veux te venger ? Julien secoua la tête lentement. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est même pas une réponse. C'est juste moi. Elle sentit ses yeux s'embuer. Elle ne pleura pas. Pas vraiment. Mais elle sentit que quelque chose en elle cédait. Ce n'était pas la perte de l'argent. C'était la perte du récit. Elle avait toujours cru qu'elle contrôlait l'histoire de leur couple. Elle venait de découvrir qu'elle n'en connaissait qu'une version partielle. Elle avança une main, chercha ses mots. « Et si on recommençait ? Si on oubliait tout ça ?» Julien l'écouta sans broncher. Il regarda sa main tendue, puis la releva vers son visage. « Je ne te déteste pas, Camille, et je ne veux pas que tu sois blessée. Mais je ne peux pas revenir, parce que ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est même plus une question de confiance, c'est une question de respect, de moi pour moi-même. » Elle retira lentement sa main. Le silence les enveloppa, plus doux que celui du tribunal, plus vrai. Julien se leva, la salua poliment et quitta la pièce. Camille resta là, seule, incapable de dire si elle venait de perdre un mari ou de rencontrer pour la première fois l'homme qu'elle avait épousé. Les jours qui suivirent la dernière rencontre furent marqués par un silence tendu. Camille, autrefois habituée à être le centre de toutes les décisions, sentit peu à peu le vide laissé par l'absence de contrôle sur la situation. Julien ne répondait plus à ses messages. Il ne renvoyait pas d'email, n'appelait pas, ne justifiait rien. Il n'expliquait pas davantage son silence.
Et ce fut précisément ce silence qui lui pesa le plus. Il n'était ni un rejet brutal, ni une fuite. Il était clair, déterminé, irrévocable. Dans son appartement, Camille tournait en rond. Elle relisait les courriers juridiques, analysait les détails des contrats, essayait de reconstruire une logique dans les gestes de Julien. Elle tenta de consulter un conseiller financier, pensant y trouver une faille, un point d'accroche. Mais tout était structuré avec une rigueur qui la dépassait. Elle comprit que la question n'était plus juridique, mais humaine. Elle n'avait pas perdu une affaire. Elle avait perdu la possibilité de revenir en arrière. Ce n'était pas une victoire qu'elle cherchait, mais une rédemption. Une porte entr'ouverte. Le 5e jour, elle demanda un nouveau rendez-vous avec Julien. Cette fois, elle insista pour que ce soit dans un lieu neutre, en dehors du cadre juridique. Une brasserie discrète du quartier des Brotteaux fut choisie. Un jeudi après-midi, à 15 heures, ils s'y retrouvèrent. La terrasse était vide. L'automne avait refroidi l'air, mais le ciel était dégagé. Julien arriva à l'heure exacte. Costume gris, manteau fermé, visage calme. Il la salua avec une neutralité cordiale et s'assit en face d'elle, sans ostentation. Il commanda un thé, elle prit un café. Il ne parlèrent pas tout de suite. Le serveur s'éloigna. Camille respira longuement avant de commencer. « Je ne vais pas faire semblant. J'ai compris ce que tu as voulu me dire l'autre jour. Ce n'était pas une scène, c'était une réponse. » Julien ne dit rien. Il la regardait, attentif mais silencieux. « Je pensais que je te connaissais, et aujourd'hui je découvre quelqu'un d'autre. Pas un homme différent, non, mais un homme que je n'ai jamais pris la peine de voir vraiment. » Julien haussa à peine les sourcils. Il n'y avait pas de colère dans ses traits, juste une forme de lassitude maîtrisée. « Je ne suis pas venu pour parler d'argent, » ajouta-t-elle. « Ce serait indécent. Je suis venu parce que je crois que je t'ai manqué de respect pendant trop longtemps. Je croyais que tu étais un homme petit. En réalité, j'ai juste été incapable de voir ta grandeur silencieuse. » Elle se tut, puis poursuivit après quelques secondes. « Je ne demande pas de revenir à ce qu'on était. Je sais que ce n'est plus possible, mais je te demande si, peut-être, on peut imaginer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus juste, de plus sincère. » Julien posa sa tasse, prit le temps de formuler sa réponse. Sa voix fut douce mais ferme. « Camille, je t'ai aimé. Longtemps. J'ai cru que ce qu'on construisait avait un sens. Mais ce que je découvre aujourd'hui, c'est que pendant toutes ces années, tu ne regardais pas dans la même direction. Et ce n'est pas une faute. C'est une incompatibilité. » Elle voulut parler. Il leva la main pour la laisser écouter. « Tu veux reconsidérer notre histoire, tu veux réparer. Je l'entends. Mais pour moi, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons été. C'est ce que je veux être maintenant. Et ce que je veux, c'est vivre en accord avec moi-même, sans jeu, sans lutte, sans justification. » Il marqua une pause. « Recommencer, ce serait retourner en arrière. Ce serait croire que les choses n'ont pas eu lieu, mais elles ont eu lieu. Tu as ri de moi devant les autres. Tu m'as traité de prévisible, de terne, d'homme sans ambition. Et aujourd'hui, parce que tu vois une autre réalité, tu veux effacer ces années ?» Camille sentit ses yeux brûler. Elle ne répondit pas. Il poursuivit. « Je ne t'en veux pas, vraiment. Mais je ne veux plus de demi-mesure. Je veux du respect, de l'écoute, du silence aussi, quand il est nécessaire. Je ne veux pas convaincre, ni me justifier. Je veux simplement être libre. » Elle hocha la tête. Les larmes ne coulèrent pas, mais ses traits étaient tendus, brisés. Ce n'était pas une scène de rupture, c'était une libération, une séparation définitive, non pas par la force, mais par la lucidité. Julien paya l'addition. Il se leva, remit son manteau. Avant de partir, il dit une dernière chose. « Tu n'as rien perdu, Camille. Tu n'avais jamais eu cette partie de moi. Tu n'as simplement jamais su qu'elle existait. » Puis il tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière lui une femme qui, pour la première fois, comprenait pleinement l'étendue de son propre aveuglement. Ce jour-là, dans cette brasserie, il n'y eut ni cri ni promesse. Il y eut un adieu sincère, sans violence, sans grandiloquence. Un moment suspendu, où deux personnes acceptaient enfin qu'elles ne se retrouveraient jamais. Pas par faute, pas par rancune, juste parce que la vérité avait été révélée et qu'aucun retour n'était possible après ça. Quelques jours après leur dernière rencontre, alors que Julien avait rangé mentalement l'épisode Camille dans une boîte scellée qu'il ne comptait plus ouvrir,
Un appel inattendu de Maître Lefebvre vint briser momentanément la surface lisse de son quotidien retrouvé. Il était un peu plus de 10 heures lorsqu'il entra dans le cabinet de l'avocate. Le ciel de novembre était bas, le vent sec. Il retira son manteau, salua d'un signe de tête et s'assit sans un mot. Maître Lefebvre, comme à son habitude, alla droit au but. « Je pense que vous devez savoir ce que nous avons découvert, Julien. » Il ne répondit pas, attendant la suite. Elle posa un dossier sur la table, beaucoup plus mince que les précédents. Elle l'ouvrit. « Une source fiable m'a informé que votre ex-épouse a mandaté un enquêteur privé, plusieurs mois avant le dépôt officiel de la demande de divorce. C'était bien avant la moindre allusion aux finances. Elle a commencé à chercher quelque chose. » Julien resta impassible, les doigts croisés sur la table. Ce n'était pas une surprise totale. Il avait perçu les signes, les questions anodines, les appels inopinés à son cabinet, les allusions passives-agressives qu'elle faisait lors de dîners en insinuant qu'il devait bien cacher quelque chose pour être aussi tranquille. Il comprenait maintenant que tout cela faisait partie d'une stratégie plus ancienne, plus méthodique qu'il ne l'avait pensé. Camille n'avait jamais été une femme qui laissait le hasard faire son œuvre. Elle préparait, testait, sondait. Elle anticipait les coups qu'elle croyait devoir encaisser. « L'enquêteur n'a rien trouvé de significatif », poursuivit Maître Lefebvre. « Ils ont examiné vos comptes en banque français, vos relevés de retraite, vos biens déclarés, vos dépenses. Tout paraissait cohérent avec votre mode de vie. » Julien acquiesça lentement. Il avait toujours veillé à ce que la ligne entre son monde privé et celui de ses investissements demeure infranchissable. La structure en Belgique, le fonds d'investissement indépendant, les entreprises localisées à l'étranger, tout cela avait été pensé dès le départ pour garantir une sécurité maximale. Non pas par peur d'une attaque, mais par respect pour une vie qu'il avait voulu protéger de toute ingérence. Ce qu'elle ignorait, ajouta l'avocate, c'est que tout a été conçu sous un nom neutre, avec des statuts qui ne laissaient pas transparaître vos liens directs. Vous êtes l'unique bénéficiaire d'un fonds enregistré sous une entité de gestion externe, dont le dirigeant officiel est un ancien camarade de faculté. Et tous les flux financiers passent par des sociétés écrans destinées à éviter l'exposition publique. C'est légal et parfaitement hermétique. Julien ne répondit pas. Il n'y avait rien à ajouter. Ce qu'elle décrivait n'était pas un artifice, ni un système pour échapper aux responsabilités. C'était une architecture, un plan pensé, bâti, affiné au fil des années. Comme on érige une muraille sans ostentation mais avec une efficacité implacable. Maître Lefebvre l'observa quelques secondes avant de conclure « Elle a tenté de prouver que vous l'aviez trahi. Mais la seule chose qu'elle a découverte, c'est qu'elle n'avait jamais vraiment su qui vous étiez. Elle a fouillé, mais elle a frappé à des portes closes. Tout ce qu'elle a fait, c'est confirmer qu'elle était restée à la surface. » Julien leva les yeux vers elle. « Elle a le droit de chercher, mais ce n'est plus mon problème. » Il se leva, remit son manteau. Avant de franchir la porte, il s'arrêta et ajouta « Je ne me suis pas protégé contre elle. Je me suis protégé d'une vie où on vous oblige à vous justifier d'exister comme vous êtes. » Il partit sans attendre de réponse. Dans la rue, il sentit la morsure du vent sur ses joues. Il marcha longtemps, sans but précis. Il passa devant une librairie, s'y arrêta, feuilleta quelques ouvrages sans en acheter aucun. Il aimait cette sensation de lecture partielle, de liberté dans l'impermanence. Personne ne l'attendait. Aucun rôle à jouer. Il était simplement là, dans l'instant. Ce que Camille n'avait jamais compris, c'était que son silence n'était pas de l'indifférence. C'était un choix, une discipline. Julien ne cherchait pas l'approbation. Il n'avait jamais voulu impressionner. Il construisait pour durer, pas pour être vu. Et dans cette stratégie de vie, il n'y avait ni vengeance ni calcul affectif. Juste une volonté de ne pas être détruit par les attentes des autres. Quand il rentra chez lui, il alluma son ordinateur et consulta les derniers bilans de ses sociétés. Les chiffres étaient bons. Les projets de développement en Roumanie et au Portugal avançaient bien. Mais ce n'était pas ce qui lui importait. Ce qu'il regardait, c'était l'équilibre entre toutes ces choses. Le silence, le travail, la cohérence. Il n'y avait plus de place pour la dissimulation. Non pas parce que tout avait été révélé, mais parce qu'il n'avait plus rien à prouver. La stratégie qu'il avait mise en place depuis des années n'était pas là pour cacher. Elle était là pour protéger. Et désormais, elle devenait aussi une frontière entre l'homme qu'il avait été et celui qu'il choisissait de devenir.
Plus de compromis, plus de rôle à jouer, seulement une trajectoire assumée. La révélation du patrimoine caché de Julien ne tarda pas à franchir les murs du tribunal. Ce qui avait commencé comme une procédure discrète, presque administrative, prit une tournure publique inattendue. Quelques jours après l'audience, un article fit surface sur un site d'information local. Sous un titre accrocheur, le comptable invisible de Lyon cachait une fortune derrière son silence. Ce titre, à la fois sensationnaliste et imprécis, allait être repris, décliné, commenté sur des blogs, forums et même dans des émissions régionales de débat. Julien ne s'était jamais préoccupé de l'image qu'il renvoyait. Son nom n'apparaissait dans aucun annuaire d'affaires. Il n'avait aucun compte sur les réseaux sociaux, pas de participation à des événements publics. Son existence sociale se limitait à quelques interactions professionnelles et un cercle restreint de connaissances. Mais il comprit rapidement qu'il ne pourrait pas rester complètement en dehors du tumulte. Camille, en revanche, subit une exposition bien différente. Pendant des années, elle s'était présentée comme une épouse frustrée, victime d'une vie terne et d'un mari peu ambitieux. Elle avait cultivé l'image d'une femme active, moderne, cherchant à s'émanciper d'un quotidien fade. Cette posture, si souvent répétée en dîner et en réunion d'amis, s'écroula brusquement sous le poids d'une nouvelle réalité. Elle avait vécu pendant plus d'une décennie avec un homme qu'elle n'avait ni compris, ni respecté, ni soutenu, et dont elle n'avait même pas perçu l'envergure. Les cercles qu'elle fréquentait ne tardèrent pas à réagir. Certains amis, autrefois solidaires de sa version de l'histoire, prirent leur distance, gênés. D'autres commencèrent à émettre des remarques voilées, souvent ironiques, sur son manque de flair. Les dîners où elle aimait dominer la conversation se transformèrent en silences embarrassés, en regards fuyants. Les gens, sans être nécessairement malveillants, semblaient désorientés. Ils ne savaient plus s'ils devaient la plaindre, la critiquer ou simplement l'éviter. Dans les cabinets juridiques de Lyon, l'affaire devint un cas d'école. Les jeunes avocats en parlaient comme d'une démonstration de stratégie patrimoniale exemplaire. Les étudiants en droit analysaient les mécanismes utilisés par Julien pour protéger ses actifs. On ne parlait pas de lui comme d'un génie flamboyant, mais comme d'un homme d'une précision implacable. Certains confrères de Maître Lefebvre la félicitèrent même publiquement pour la discrétion et l'élégance de la manœuvre judiciaire. Julien, fidèle à lui-même, déclina toutes les demandes d'interview. Plusieurs journaux économiques et émissions de télévision cherchèrent à le contacter. Il reçut des invitations à participer à des conférences sur la gestion de fortune, des propositions pour animer des séminaires de stratégie fiscale. Il répondit à toutes par la négative, poliment mais fermement. Il n'avait aucun intérêt à devenir un symbole, encore moins un sujet de fascination. Un jour, alors qu'il prenait un café dans un petit établissement discret des quais du Rhône, une femme d'un certain âge s'approcha timidement. « Vous êtes Julien Moreau, n'est-ce pas? Je vous ai reconnu. J'ai lu ce qu'on disait sur vous. » Il leva les yeux, un peu surpris. Il acquiesça sans sourire, prêt à mettre fin rapidement à la conversation. Mais elle ajouta « Ce que vous avez fait, c'est remarquable. Pas l'argent, la dignité. » Il la remercia d'un simple « merci », sincère, mais mesuré. Elle repartit sans insister. Il resta seul, pensif. Ce qui le frappait, ce n'était pas la reconnaissance, mais l'incompréhension persistante. Beaucoup semblaient croire que son histoire se résumait à un coup de théâtre financier. Peu voyaient la profondeur du silence, la discipline derrière la retenue, les années passées à construire sans jamais chercher l'approbation. Camille, de son côté, s'isolait peu à peu. Elle tenta à plusieurs reprises de reprendre la parole dans les cercles qu'elle fréquentait, mais sa voix ne portait plus de la même façon. Ce qu'elle disait semblait toujours teinté d'un arrière-goût de justification. Elle était perçue, non pas comme une victime d'un mari manipulateur, mais comme une femme qui n'avait pas su voir ce qu'elle avait sous les yeux. Elle tenta de redorer son image en publiant quelques tribunes dans des magazines féminins, mais le ton y était hésitant, défensif, parfois même amer. Julien, quant à lui, continua sa vie avec une simplicité intacte. Il poursuivit son travail, régla ses affaires, fit quelques déplacements discrets liés à ses investissements. Il passait ses soirées seul, lisant, marchant, observant les lumières de la ville se refléter sur les rivières. Il ne ressentait ni triomphe, ni mélancolie. Ce qui l'habitait, c'était une forme de clarté. Il avait traversé une tempête sans éclat,
Il avait résisté sans fracas. Les gens autour de lui commençaient à se faire une nouvelle idée de qui il était. Certains le craignaient un peu, d'autres le respectaient, mais très peu osaient lui parler comme avant. Il acceptait cette nouvelle posture sociale sans chercher à la corriger. Ce n'était ni un masque, ni un rôle. C'était simplement ce qui restait quand le bruit se dissipait. Une présence discrète, mais indiscutable. Et dans cette discrétion, il continuait à avancer, libre, lucide, sans avoir besoin de reconnaissance pour savoir qui il était vraiment. Le calme retrouvé par Julien fut de courte durée. À peine quelques semaines après la tempête médiatique, une nouvelle assignation judiciaire atterrit entre les mains de Maître Lefebvre. Camille, cette fois, portait l'affaire à un autre niveau. Elle ne contestait plus seulement les termes du contrat de mariage, ni la validité de la séparation des biens. Elle introduisait une nouvelle action, fondée sur un argument plus subtil, mais juridiquement plus périlleux: l'enrichissement injustifié. Dans sa demande, elle avançait que même si les actifs de Julien n'avaient jamais été officiellement partagés, leur construction sur la durée de leur vie commune représentait une valeur immatérielle à laquelle elle aurait contribué, émotionnellement, moralement et indirectement. Elle parlait d'années passées à soutenir un homme effacé, de sacrifices personnels pour maintenir une stabilité de couple qui, selon elle, avait permis à Julien de bâtir sereinement son empire invisible. Ce n'était plus un débat sur la propriété. C'était une tentative de réécriture narrative, une volonté de réintroduire son rôle là où elle avait été tenue à distance. Le dossier transmis au tribunal contenait des témoignages de proches, des copies de courriels échangés pendant le mariage, des notes personnelles, des photos, des extraits de conversations montrant une proximité, un soutien conjugal, ou du moins, une présence constante. Maître Lefebvre lut les documents sans interrompre Julien. Quand elle leva les yeux, son ton était plus grave qu'à l'ordinaire. « C'est une manœuvre habile, dit-elle. Elle ne cherche plus à obtenir une part des biens. Elle veut démontrer que votre réussite est, en partie, le fruit d'une cohabitation, d'un cadre familial qu'elle aurait entretenu. » Julien resta silencieux un instant, puis répondit d'une voix calme: « Elle veut que son absence d'attention se transforme en présence juridique. » L'avocate acquiesça. Le cas était délicat. Si la procédure aboutissait, cela pourrait créer un précédent. Le tribunal devrait alors évaluer non seulement des chiffres, mais des ressentis, des impressions, des dynamiques personnelles, autrement dit, l'invisible. Julien savait que le plus grand risque n'était pas de perdre une partie de sa fortune. Le vrai risque, c'était de voir altérer le sens même de ce qu'il avait construit. Que l'on attribue à une personne absente de sa trajectoire la responsabilité d'une œuvre silencieuse. Il décida de ne pas se défiler. Aucune transaction, aucun accord à l'amiable ne serait envisagé. Il fallait aller jusqu'au bout. Un nouveau procès fut programmé, cette fois dans une salle plus grande en raison de l'écho médiatique de l'affaire. Les journalistes s'y pressèrent dès les premières heures. Les bancs étaient pleins, les visages attentifs. On n'y venait plus pour comprendre une séparation, mais pour observer une bataille de principes, de perception, d'identité. Camille arriva accompagnée d'un nouvel avocat, plus jeune, plus offensif, qui semblait confondre combativité et agressivité. Julien, fidèle à son style, entra seul, suivi seulement de Maître Lefebvre. Son visage ne trahissait aucune inquiétude. Il s'installa, ouvrit un carnet de notes et attendit. Le juge ouvrit la séance par une lecture concise des motifs. Puis les parties furent invitées à exposer leurs arguments. L'avocat de Camille se lança dans un discours chargé d'émotions, égrenant les années de mariage, les moments partagés, les sacrifices invisibles. Il décrivait une femme qui, bien que tenue à l'écart des affaires, aurait été le socle émotionnel d'un homme devenu prospère. Il évoquait les gestes du quotidien, les repas préparés, les présences lors des rendez-vous familiaux, les encouragements silencieux, tout ce que le droit ne mesure pas, mais que la vie, selon lui, récompense. Julien écoutait sans sourciller. Quand vint le tour de Maître Lefebvre, elle se leva lentement, ajusta ses lunettes, puis prononça un plaidoyer méthodique. Elle rappela les faits, l'absence de toute implication de Camille dans les structures financières, l'absence de contribution directe ou indirecte, l'isolement volontaire qu'elle avait cultivé vis-à-vis des activités de son mari. Elle cita plusieurs extraits de ses propres déclarations, où elle décrivait Julien comme un homme enfermé dans ses chiffres, soulignant ainsi qu'elle s'était consciemment tenue à l'écart.
Mais c'est Julien lui-même qui, à la demande du juge, prit finalement la parole. Debout, seul, sans notes, il parla avec une clarté désarmante. « Je ne nie pas que Camille et moi avons partagé 12 années de vie commune, mais ce que j'ai construit, je l'ai fait dans le silence. Pas par goût du secret, mais parce que je savais que le partage ne se fait pas à sens unique. Elle a choisi de se moquer de mes routines, de mépriser mes choix, de considérer mon calme comme une faiblesse. Elle était présente dans la maison, mais absente de ma construction. Je ne l'ai pas exclue. Elle n'a jamais demandé à entrer. Le silence qui suivit fut plus éloquent que les pages de témoignages. Le juge acquiesça d'un léger signe de tête, comme pour signifier qu'il avait entendu l'essentiel. L'audience dura encore plusieurs heures, entre échanges de pièces et contre-arguments. Mais l'issue semblait de plus en plus claire. Julien n'avait pas seulement défendu sa fortune, il avait défendu la nature même de son autonomie. Il avait rappelé que l'intimité n'était pas toujours synonyme de contribution, que cohabiter ne signifie pas participer. Le verdict serait rendu plus tard. En sortant du tribunal, Julien sentit une fatigue profonde, non physique, mais intérieure. Ce procès n'était pas seulement juridique, il avait mis en jeu une part de lui-même, et pourtant il ne regrettait rien. Il avait tenu, encore une fois, sans céder à la colère ni à l'humiliation. Camille, à la sortie, croisa son regard. Elle voulut dire quelque chose, mais il détourna les yeux non pas par dédain, mais parce que certaines conversations n'ont plus besoin d'avoir lieu. Ce qui avait été dit dans cette salle était suffisant. Désormais, c'était au juge d'écrire la suite. Mais pour Julien, l'essentiel avait déjà été dit. L'audience s'était ouverte dans une salle haute sous plafond, les boiseries sombres et les vitraux filtrant une lumière grise de novembre comme un reflet de la gravité de la situation. Julien Moreau était présent, droit, calme, sans aucun signe d'affolement. Devant lui, les avocats plaidaient, les parties exposaient leurs arguments. À ses côtés, son avocate, Maître Lefebvre, ajustait par instants ses lunettes et consultait les dossiers épais qu'elle avait soigneusement préparés. Sur le banc opposé, Camille avait pris place, l'air livide mais déterminé, accompagné de son nouvel avocat. Le président du tribunal rappela les faits, la séparation, l'audience initiale, la mise à jour du patrimoine, puis la demande de révision de l'accord par Madame Moreau. Il précisa que la nouvelle procédure concernait l'enrichissement sans cause. Autrement dit, l'argument selon lequel Madame Moreau aurait, par sa vie commune et son rôle au sein du foyer, contribué à la création d'une valeur dont elle n'avait pas bénéficié. Ce concept, bien que rarement appliqué dans le contexte conjugal, avait été retenu à examen par le tribunal. Julien ne laissa rien transparaître, son expression restait neutre, son regard posé sur le dossier ouvert devant lui. L'avocat de Camille parla longuement. Il traça les 12 années de vie commune, la stabilité qu'elle avait apportée, les choix qu'elle avait faits, la modération des dépenses, l'entretien du foyer, la renonciation à des projets professionnels au profit d'un mari jugé peu ambitieux. Il rapporta des correspondances, des témoignages d'amis communs, des notes personnelles montrant que Madame avait supporté l'image terne de Julien, qu'elle avait accepté d'être en retrait pour que tout fonctionne. Il demanda que le tribunal reconnaisse ce service rendu et ordonne une compensation, même minime, sous la forme d'une part du patrimoine exposé. Puis vint le tour de la défense. Maître Lefebvre présenta calmement les documents que Julien avait fournis, les bilans de ses sociétés, les statuts juridiques des fonds belges, les preuves que jamais aucun bien n'avait été acquis par le couple avec ses revenus, aucun compte joint alimenté, aucun achat commun financé depuis ces structures. Elle montra que la séparation de biens avait été signée avant le mariage, qu'ils avaient décidé ensemble du régime de vie et des finances. Elle démontra que Madame Moreau était informée, ou aurait pu être informée de manière simple, de l'existence d'au moins certains investissements, mais n'avait jamais manifesté le désir d'y participer ni posé de questions pertinentes. Elle souligna que ce que M. Moreau avait construit le fut à titre personnel en dehors du foyer commun, sans recours à l'implication de Madame Moreau, qui avait de son côté poursuivi une carrière, des projets, et n'avait pas interrompu sa vie pour assister à la gestion de ses sociétés. Quand le juge invita Julien à prendre la parole, celui-ci se leva. Il hésita un instant, puis déclara d'une voix posée « Je ne cherche pas à effacer les 12 années que j'ai partagées avec Madame Moreau. Elles ont existé, et je n'en nie aucun instant. Mais ce que j'ai construit ces dernières années,
Je l'ai fait dans un cadre que j'ai choisi d'exclure des dynamiques conjugales. Madame Moreau a choisi la vie que nous avons eue. Je ne l'ai jamais empêchée de s'impliquer. » Il ajouta, « Elle me voyait comme un mari modeste car j'ai voulu être modeste. Mais elle a confondu ma réserve avec une absence d'ambition. Ce n'était pas ambition sans fondement, c'était construction. » Un silence s'installa. La salle semblait retenir son souffle. Les témoins se redressèrent, les journalistes prirent note. Le président fit une pause, puis ordonna la suite de l'audience. Les débats se poursuivirent plusieurs heures. Arguments, contre-arguments, confrontations factuelles. Vers l'après-midi, un incident inattendu survint. L'avocat de Madame Moreau présenta une série de relevés bancaires qu'il prétendait liés à Monsieur Moreau. Mais Maître Lefebvre répliqua avec des documents contradictoires, prouvant que ces comptes ne lui appartenaient pas personnellement et qu'ils figuraient dans une structure étrangère à son patrimoine personnel. Le juge examina les pièces, fronça les sourcils. Un silence chargé s'installa. La reviravolta survint lorsque l'avocate de la défense mit en exposition un document audio. Un entretien interne à la société de gestion ayant pour client Monsieur Moreau. Elle y lisait un extrait où un cadre affirmait que Monsieur Moreau assumait seul les risques du fonds, ne sollicitait aucun appui de Madame M. Moreau et refusait toute participation du foyer dans les sociétés. Le document avait été obtenu légalement. Les yeux de Madame Moreau s'écarquillèrent. Elle comprit que la stratégie de son ex-mari ne se bornait pas à un gain financier. Il avait construit un mur juridique, mais plus encore, il avait construit une frontière affective. Le juge nota l'enregistrement, le plaça au dossier. À la fin de la journée, le président annonça qu'il rendrait sa décision dans 1 mois, après délibération. Les 2 parties se retirèrent. Julien resta calme. Il sortit seul, reprit sa voiture et rentra chez lui dans le silence de la circulation citadine. Il n'éprouvait aucune animosité. Il ne cherchait pas le triomphe. Il recherchait une issue juste à ce qui, pour lui, relevait non pas d'une querelle d'argent, mais d'une reconnaissance de ce qu'il était. Camille, en revanche, sortit du tribunal différente. Elle ne marcha pas tout de suite. Elle resta debout sur les marches, les mains posées sur la rampe, le regard perdu. Une foule s'était formée. Curieux, médias, passants. Certains l'avaient déjà identifiée. Elle sentit le poids des regards. Elle avait assumé sa posture d'épouse bafouée. Maintenant, elle réalisait qu'elle était jugée non seulement pour ses actes, mais pour sa perception. Elle se demanda si ce qu'elle cherchait était vraiment ce qu'elle voulait. Elle se demanda si reconquérir un rôle était la même chose que vivre pleinement. Le mois suivant passa. Julien reprit ses routines. Il ne publia rien. Il n'expliqua rien. Il travailla comme avant, mais avec une légèreté nouvelle. La liberté de ne pas être vu. Quand le jour de la décision arriva, il alla au tribunal avec la même retenue. Le verdict fut prononcé. Le tribunal rejetait la demande de Madame Moreau. Le juge reconnaissait que, s'il avait existé un mariage et une vie commune, il n'avait pas été prouvé que Madame Moreau avait contribué directement ou indirectement au sens juridique à la création ou à l'accroissement des actifs de Monsieur Moreau. Il estimait que Monsieur Moreau avait agi de façon autonome, en dehors de la communauté conjugale et sans implication du foyer. Le dossier était clos. À ce moment précis, ce n'était pas une victoire qui résonna, mais une libération. Julien nota la feuille de décision. Il posa son stylo et ferma les yeux un instant. Puis il se leva et quitta la salle sans un regard en arrière. À l'aube de cette nouvelle phase de sa vie, il comprit que l'essentiel n'avait pas été gagné dans la bataille, mais dans le fait d'y assister en homme entier. Après le verdict, Julien ne retourna pas directement chez lui. Il marcha longtemps dans les rues de Lyon, en silence comme il le faisait autrefois, mais avec une perception différente du monde autour de lui. Chaque pas semblait plus léger, non par euphorie, mais par un relâchement profond. Il n'avait plus à se défendre, ni à justifier ce qu'il était. Il n'y avait pas de triomphe à célébrer, aucun besoin de raconter sa version. Tout avait été dit, prouvé, conclu. Le poids des années de retenue, des compromis silencieux, s'était dissipé en une seule décision écrite par un juge. Le passé était désormais figé, irréversible, et il pouvait enfin tourner la page, sans regret, sans crainte. Quelques semaines plus tard, il commença à organiser ce qu'il avait longtemps repoussé. Un voyage sans but professionnel, sans impératif extérieur, un périple pour lui seul, avec pour unique contrainte de suivre les rails. Il acheta un pass de train européen
et choisit de voyager à travers le continent. Pas en avion, pas en voiture, mais en train, par les lignes secondaires, les trajets lents, les correspondances inattendues. Il voulait voir l'Europe autrement, par les gares de village, les paysages fuyants, les quais modestes. Le mouvement lui importait plus que la destination. Il commença par descendre vers le sud, traversant la Provence jusqu'à Marseille, puis longa la côte jusqu'à Nice. De là, il franchit la frontière italienne, s'arrêta à Gênes, Pise, puis Florence. Il marchait beaucoup, visitait peu. Il ne collectionnait ni photos ni souvenirs. Il se contentait d'être là, de ressentir les lieux. À chaque étape, il écrivait quelques lignes dans un carnet, non pour garder trace, mais pour laisser sortir les pensées accumulées. Il notait des détails, l'odeur du café dans une gare, le rire d'un enfant dans un compartiment, le silence d'un matin brumeux sur un quai désert. Après l'Italie, il remonta vers l'Autriche, traversa les Alpes, s'arrêta à Innsbruck, puis à Salzbourg. Il retrouva dans ces paysages de montagne une forme de calme familier, un écho de la Bretagne rude de son enfance. Puis il poursuivit vers l'est, passant par Bratislava, Budapest et enfin Bucarest. Dans chaque ville, il prenait un logement modeste, se mêlait à la vie locale sans se faire remarquer. Il n'avait besoin de rien d'autre que le temps, la distance et la clarté de l'esprit. Ce voyage, Julien l'avait rêvé depuis des années. Il en avait souvent parlé avec lui-même, dans ses longs trajets en bus pour le travail, dans ses moments d'attente chez les notaires ou lors de réunions interminables. Mais il n'en avait jamais parlé à Camille, non par honte ou par secret, mais parce qu'il savait que l'idée même de ce voyage n'aurait trouvé aucun écho chez elle. Elle aurait posé des questions pratiques, interrogé sur l'utilité, soupçonné une fuite ou une lubie. Ce voyage ne pouvait exister qu'une fois le silence retrouvé. À chaque étape, Julien prenait le temps de rencontrer des gens sans les chercher. Il échangeait avec des serveurs, des libraires, des retraités sur les bancs publics. Il n'évoquait jamais son passé, son divorce, sa fortune. Il se présentait simplement comme un voyageur, un Français curieux de redécouvrir le continent. Et c'est dans ces échanges sans enjeu, dans ces conversations éphémères, qu'il sentit renaître quelque chose d'essentiel, l'envie de transmettre. Dans un petit village de Slovaquie, il visita une bibliothèque municipale installée dans une ancienne école. Il y rencontra une enseignante bénévole qui travaillait avec des adolescents sur des projets d'orientation. Ils discutèrent longtemps. Elle lui expliqua à quel point les jeunes manquaient de repères concrets sur l'économie, la finance, les choix de vie. Elle lui demanda s'il accepterait de parler devant eux. Il hésita, puis accepta. Il leur parla simplement de ce qu'était la valeur, non l'argent, mais le temps, la discipline, les choix différés. Il ne donna pas de chiffres, ne parla pas de millions. Il leur expliqua comment on construit quelque chose qui dure, même si personne ne regarde. L'expérience fut brève, mais marquante. Il la répéta dans d'autres lieux. Une école à Zagreb, une bibliothèque à Cluj, un centre communautaire en Allemagne. Partout, il parlait peu mais clairement. Il n'imposait rien, ne vendait rien, ne prétendait rien. Il partageait et cela suffisait. Il comprit que la transmission n'avait pas besoin d'un nom sur une affiche ni d'un public acquis. Elle avait besoin d'authenticité. Et lui, pour la première fois, se sentait libre de parler sans se trahir. Quand l'été approcha, Julien décida de rentrer. Il avait passé plusieurs mois sur les routes ferrées d'Europe, vu des dizaines de villes, croisé des centaines de visages. Il ne rentrait pas pour retrouver une routine, mais pour poursuivre une trajectoire nouvelle. Il avait changé, non en surface, mais dans sa façon de se situer dans le monde. Il ne voulait plus être un homme qui s'efface pour ne pas déranger. Il voulait exister avec justesse, sans bruit, mais sans effacement. De retour à Lyon, il retrouva son appartement, sobre et ordonné. Il fit quelques ajustements, déplaça des meubles, acheta de nouvelles plantes, laissa la lumière entrer. Il ouvrit un nouveau compte bancaire, non pour l'argent, mais pour y verser les premiers fonds de ce qu'il avait en tête. Un projet d'éducation financière pour jeunes adultes, centré sur la réalité de la vie, loin des promesses creuses et des illusions de richesse rapide. Il appela son projet Équilibre. Julien ne donna pas d'interview, ne sollicita aucun financement. Il souhaitait que le projet grandisse lentement, au rythme de ceux qu'il voulait toucher. Il contacta d'anciens collègues, écrivit quelques modules pédagogiques, planifia des interventions dans des lycées de zones rurales. Son but n'était pas de devenir un mentor,
mais un point de départ. Offrir aux autres ce qu'il aurait aimé entendre à 20 ans. Libéré de toute attente extérieure, Julien avançait enfin selon son propre rythme. Non pour prouver quelque chose, mais pour vivre pleinement ce qu'il était devenu. Sans fardeau, sans ombre. Une reconstruction discrète, mais solide. Une liberté enfin habitée. Les mois qui suivirent le retour de Julien à Lyon furent marqués par une routine volontairement simple, construite avec soin, comme un artisan ajuste chaque pièce d'un mécanisme discret mais précis. Il ne cherchait plus à faire valoir quoi que ce soit. Il ne corrigeait pas les rumeurs qui circulaient encore dans quelques cercles. Il ne nourrissait pas les récits inventés par ceux qui avaient besoin d'un héros ou d'un antagoniste. Julien s'en tenait à l'essentiel. Il vivait selon ses propres termes. Il travaillait discrètement à son projet Équilibre, donnait des conférences dans de petits établissements, répondait à des messages de jeunes adultes curieux d'apprendre à gérer ce qu'ils avaient, et non rêver à ce qu'ils n'atteindraient jamais. Ce qu'il avait appris à travers toutes ces années n'était pas une leçon de finance, mais de clarté. Il n'y avait plus de combat à mener, plus de justification à produire. Ce qu'il était, ce qu'il valait, se lisait désormais dans ses choix quotidiens. Julien n'avait jamais eu besoin de bruit pour exister. Il l'avait compris bien avant que d'autres s'en aperçoivent. Et dans ce silence assumé, il avait construit son espace de vérité. Un jour de fin d'automne, alors que le froid commençait à glisser sur les trottoirs de Lyon, Julien entra dans une petite librairie qu'il fréquentait autrefois, située à quelques rues du parc de la Tête d'Or. Il n'y était pas retourné depuis des années. L'endroit n'avait presque pas changé. Les étagères en bois sombre, l'odeur mêlée de papier ancien et de café, la lumière douce filtrée par les vitres légèrement embuées. Il parcourut les rayons sans but précis, touchant les couvertures, feuilletant quelques pages. Au fond du magasin, une voix familière le fit tourner la tête. Julien, elle était là, Élise, une ancienne amie de jeunesse, bibliothécaire à l'époque où ils étaient étudiants. Ils s'étaient perdus de vue peu après leurs 20 ans. Elle travaillait maintenant dans cette librairie indépendante. Elle portait les années avec grâce, sans excès, avec cette simplicité rare des gens qui n'ont jamais eu besoin de forcer leur présence pour être remarqués. Leurs regards se croisèrent, sincères, sans surprise exagérée, comme si leur rencontre tombait à sa place. Ils discutèrent quelques minutes, évoquèrent les souvenirs communs, les noms de personnes oubliées, les endroits fréquentés. Aucun d'eux ne chercha à combler les années perdues. Ils parlèrent comme deux personnes conscientes que le passé ne peut être rattrapé, seulement accueilli. Elle lui proposa un café. Ils s'assirent dans le petit coin de lecture de la librairie, entre deux rayons de littérature française. La conversation fut simple, fluide. Pas d'exposé de vie, pas d'étalage. Des questions sincères, des silences respectés, des regards sans besoin de détour. Julien, pour la première fois depuis longtemps, se sentit complètement à sa place. Non parce qu'Élise représentait une réponse ou une promesse, mais parce qu'elle n'attendait rien de lui. Il n'était pas l'homme de l'affaire médiatique, ni l'ex-mari silencieux, ni le stratège financier. Il était juste Julien, celui qu'elle avait connu avant que les rôles s'imposent, avant que les définitions s'accumulent. Ils se reviraient plusieurs fois dans les semaines suivantes. Des cafés, des promenades, des conversations longues ou brèves. Ils ne planifiaient rien, ne précipitaient rien. Il n'y avait pas de pacte, pas de scénario écrit, seulement un rythme partagé, une écoute réelle. Julien appréciait cette relation sans tension, sans projet caché. Pour une fois, il n'avait pas à se protéger. Il n'avait pas à simplifier ce qu'il était pour ne pas déranger. Il pouvait être complet, avec ses choix, son silence, son passé, et elle, avec son regard direct et son absence de jugement, le rencontrait sans chercher à modifier quoi que ce soit. Il ne s'agissait pas de commencer une nouvelle vie. Il ne cherchait pas une reconstruction amoureuse pour combler un vide. Il n'y avait pas de vide. Il y avait de l'espace. Et cet espace, il le remplissait avec lenteur, sans urgence, sans besoin de définir. Il ne parlait jamais de Camille, ni du procès, ni de ce qui s'était joué. Élise n'interrogeait pas. Elle savait que le plus important n'est pas toujours ce qui est raconté, mais ce qui est offert dans le quotidien. Un café partagé, un silence respecté, une marche sans destination. Julien ne changea pas ses habitudes. Il continuait son projet, Équilibre, se rendait dans les lycées, rencontrait des jeunes, leur parlait de choix, de patience, de responsabilité. Il écrivait de temps en temps des notes qu'il ne publiait pas.
Il vivait sans se cacher mais sans s'imposer. La notoriété passagère qui avait marqué son nom s'était estompée. Ceux qui s'étaient intéressés à lui l'avaient oublié ou étaient passés à d'autres sujets. Et cela lui allait parfaitement. Un soir d'hiver, alors qu'il fermait les volets de son appartement, il observa la ville éclairée sous la brume. Il repensa à ce que la dernière année avait été. Une chute, un basculement, une épreuve, mais aussi une clarification. Il n'était plus l'homme qu'il avait été avec Camille. Et pourtant, il ne regrettait pas ce passé. Il faisait partie de lui, comme une saison traversée. Il n'éprouvait ni colère, ni revanche, ni regret. Seulement une forme de gratitude tranquille d'avoir résisté sans trahir sa propre cohérence. Julien ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Il n'attendait plus qu'on reconnaisse ce qu'il avait enduré ou bâti. Il n'avait plus besoin de reconnaissance, pas même d'oubli. Il avait atteint ce point rare où le silence n'est plus un manque, mais une forme pleine, une paix intérieure. Il n'était plus une énigme à résoudre, ni une trajectoire à défendre. Il était un homme debout dans une lumière douce, avec pour seul trésor ce qu'il avait toujours su préserver, sa fidélité à lui-même.